Bienvenue à toutes et à tous. Antidote, nouvelle série de podcasts sur la chaîne du Haut-Décime. Je crois qu'on le constate toutes et tous. Coup de dérive dans les sujets comme l'astrologie, l'occultisme, les sciences sacrées. Et c'est justement en remède contre ces dérives que j'ai choisi de produire cette série de podcasts. Chaque épisode sera une plongée dans un sujet précis où on va essayer d'éclaircir les malentendus, les confusions, les idées reçues, les erreurs qu'on peut être amené à faire toutes et tous lorsqu'on démarre tout simplement notre cheminement. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une série de leçons austères. Mon objectif, c'est de rendre ces sujets vivants, accessibles, qu'on soit débutant, confirmé, engagé dans un cheminement sérieux, il y a toujours quelque chose à prendre ici pour vous. Alors pour ceux qui me suivent déjà, et notamment sur la base, dont Antidote est le complément logique, vous savez que ma démarche est toujours d'équilibrer spirituel, mysticisme et rationalité, symbolisme et garder les pieds dans le concret au plus en tout cas, puis de cultiver le doute, de ne pas tout prendre pour argent comptant. Mais il y a quand même une exigence, même s'il n'y a pas de dogme proprement parlé dans les programmes que je vous propose, et jamais de simplification outrancière. Et tenter, dans la plupart des cas, de vous apporter une recherche sincère pour comprendre et partager autour des sujets, notamment l'astrologie et la science sacrée d'une façon générale. Ce premier épisode d'Antidote, nous allons donc nous intéresser aux maisons en astrologie et plus particulièrement dans ce qu'on appelle l'analogie symbolique entre les signes et les maisons en astrologie et les sources de confusion auxquelles cela peut conduire dans les interprétations. Avant de parler des analogies proprement dites, nous allons revenir sur ce qu'est une maison, tout simplement, parce qu'il faut quand même définir le sujet et ce de quoi nous parlons. Alors, je vous rappelle que cet épisode est en accès libre. Pour l'instant, Antidote reste en accès libre. Je ne m'interdis pas de le faire basculer en session souscripteur pour compléter la série La Base. D'ailleurs, dans La Base, pour faire suite à l'épisode des tempéraments qui arrive juste derrière, vous aurez aussi un épisode complet sur la domification en astrologie. Donc parlons des systèmes des maisons. On va parler notamment aujourd'hui, s'arrêter sur le système le plus connu, le système Placidus. Je rappelle que les maisons, ce sont des divisions du ciel, telles qu'observées depuis un lieu, un moment précis, lieu précis, et qu'on utilise pour interpréter les domaines de l'existence dans un thème astral et notamment dans le thème natal. La définition et le traçage des systèmes de domification, ils vont dépendre de ce que l'on souhaite interpréter et puis aussi de l'époque à laquelle on se réfère, puisqu'ils n'ont pas tous été découverts au même moment. Pour que on soit tous à peu près au même niveau, on va rappeler quelques concepts fondamentaux. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'écliptique ? Alors, je vous mets un schéma à l'écran. L'écliptique, c'est ce chemin apparent du Soleil autour de la Terre sur une année qui correspond au plan de l'orbite terrestre autour du Soleil. Il est divisé en 12 signes zodiacaux de 30 degrés chacun. Ça, c'est ce qui correspond au zodiaque tropique. Il n'est pas représenté sur le schéma, mais le zodiaque tropique donc, circule avec l'écliptique. Donc, c'est la Terre qui bouge à l'intérieur de ces signes. Vous avez ce qu'on appelle l'horizon, vous le voyez sur le schéma, c'est la ligne qui sépare le ciel visible, donc ce qui va être au-dessus de l'horizon, et de la partie invisible, ce qui est au-dessous. Tout ça rentre dans la
conception des maisons que vous voyez d'ailleurs dessinées sur le schéma. Vous voyez aussi ce qu'on appelle l'équateur. Alors ici, il est noté l'équateur, mais vous avez l'équateur céleste, qui est la projection du plan équatorial terrestre dans le ciel. C'est un cercle imaginaire qui est incliné de 23 degrés et 5 minutes par rapport à l'écliptique. Donc, l'équateur et l'écliptique forment donc un angle de 23 degrés 5. Et puis, vous voyez également ce qu'on appelle le méridien céleste. Le méridien céleste, c'est un cercle imaginaire qui passe par les pôles. Donc le zénith, le point qui est directement au-dessus de l'observateur, et le nadir, le point qui est directement en dessous. C'est sa croisée, c'est sa rencontre avec l'écliptique qui définit ce qu'on appelle en astrologie le milieu du ciel. Medium Coeli. Souvent utilisé pour marquer notamment la maison, la 10e maison en astrologie. Cibles des maisons, elles sont calculées en divisant le temps nécessaire pour qu'un point donné de l'écliptique, maintenant qu'on l'a défini, pour que ce point donné de l'écliptique traverse l'arc visible du ciel, entre l'ascendant et le descendant. C'est un système, donc les maisons, c'est un système qui est basé sur une interprétation temporelle et parfois spatiale du mouvement diurne, de céleste. Alors, on peut approfondir un tout petit peu. On va dire que pour construire les maisons astrologiques, il faut calculer ce qu'on appelle les arcs diurnes et nocturnes des points de l'écliptique significatifs. L'arc diurne, c'est la partie du trajet d'un point de l'écliptique au-dessus de l'horizon, tandis que l'arc nocturne, c'est celui qui symbolise le trajet sous l'horizon. Ces arcs, on va les déterminer en projetant le mouvement apparent du ciel, qui en résulte, parce que c'est un mouvement apparent, et qui résulte de la rotation de la Terre sur l'écliptique. Alors quand on va parler de Placidus aujourd'hui, les maisons Placidus divisent ces arcs en segments de temps égaux, correspondant à des divisions temporelles entre l'ascendant, l'intersection donc est de l'écliptique avec l'horizon, et le milieu du ciel, l'interception de l'écliptique avec le méridien. On va donc utiliser l'écliptique, l'équateur céleste et l'horizon. Le point ascendant, c'est celui qui marque le début de la première maison. Le milieu du ciel, lui, va marquer la 10e maison. Et pour les autres, elles sont calculées en divisant les arcs de temps entre ces points. Un arc de temps correspond à la durée nécessaire pour qu'un point donné de notre écliptique traverse un segment du ciel. Et on le mesure par la rotation apparente de la sphère céleste. Ça va refléter directement le mouvement diurne et nocturne qui est engendré par la rotation terrestre. Vous le savez tous, le système Placidus, ce qui le marque, c'est qu'il crée des maisons qui varient en taille, surtout lorsqu'on se situe sur la Terre à des latitudes extrêmes, où certaines maisons peuvent être très grandes ou très petites. C'est pour ça qu'il a été critiqué aussi, et que on cherche d'autres systèmes, puisque au pôle, on va se retrouver avec des maisons très 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 restreintes, et puis d'autres très 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 grandes. Et c'est ce qu'on appelle un système de maisons inégales. Vous connaissez peut-être le système dit signantier qui nous vient de l'Antiquité. Lui, c'est un système dit égalitaire des maisons. On ne va pas rentrer dedans. Je vous invite à suivre le prochain épisode de la base qui traitera de cela pour en comprendre plus. Mais voilà donc ce qu'il en est des maisons en astrologie. Et donc, le système Placidus, notamment, il est devenu célèbre parce qu'il a une finesse d'analyse qui permet notamment une extrapolation plus psychologique pour l'analyse des thèmes de naissance. Et il intègre la latitude et le moment exact de la naissance. Et ça va le rendre très pertinent lorsque l'on veut travailler sur le caractère, le tempérament
et notamment l'approche astropsychologique de l'individu. Hein. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement du système Placidus, mais on va parler surtout des maisons. Alors, pour commencer, on va déjà lever une première ambiguïté. On va quitter ce schéma et je vais vous en présenter un autre dans un instant. L'analogie entre les maisons astrologiques et les signes du zodiaque, j'ai lu il y a peu de temps sur internet, sous des commentaires de vidéos, puisque je me promène aussi sur la toile, ce n'est pas du tout le système des maisons dérivées comme j'ai pu le lire. Ça n'a strictement rien à voir, donc enlevez-vous ça de la tête. Hein. L'idée de l'analogie des maisons et des signes, et si je le traite dans Antidote, est source de confusion, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi il a été apporté à la logique astrologique, notamment entre le 19e, le 21e, mais aussi le 20e siècle au milieu, bien sûr. Et donc, pour ça, on va afficher tout de suite ce qui est, je dirais, le nœud gorgien du problème. Vous avez sous les yeux une représentation sommaire du zodiaque, en mettant le bélier à gauche comme il se doit. Vous avez l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel. Alors il est noté IC pour Imam Coeli, c'est son nom traditionnel. Et vous avez les maisons qui représentent les quartiers, les segments à l'intérieur suivant les signes. C'est ça l'analogie signe-maison, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il existe une analogie entre l'ordre des signes et l'ordre des maisons. Et ça, c'est problématique en astrologie, c'est mon point de vue, je vais tenter de vous expliquer pourquoi, mais aussi de vous montrer pourquoi ça a été mis en place et quelle sorte d'erreur ça peut amener à faire. Alors j'ai rajouté les planètes à l'intérieur, qui sont les planètes maîtresses par domicile dans les signes du zodiaque respectifs, et donc auxquels on va attribuer notamment un pouvoir sur la maison, une analogie, une sympathie avec la maison, dans cette logique toujours d'analogie signe-maison. Cette réalité-là a toujours été. Hein. C'est une réalité qui apparaît, donc, comme je vous l'ai dit, tardivement, dans la logique astrologique, et surtout pour des raisons, on va dire, de facilité de transmission de la connaissance. Hein, c'est ça qui va générer le plus l'envie de procéder de la sorte. Le premier personnage, le premier astrologue célèbre, astrologue, occultiste, franc-maçon, également théosophe, c'est Alan Leo qui va théoriser en fait cette... en tout cas, c'est lui le premier qui va la mettre par écrit, et je vous ai mis à l'image un portrait de cet homme donc, qui est né entre 1860 et il est mort en 1917. Et notamment dans son ouvrage Art of Synthesis, il va notamment théoriser ce rapprochement systématique à faire entre les maisons et les signes. Donc on va trouver des valeurs et des interprétations communes entre le bélier et la maison 1, le taureau et la maison 2, le gémeaux et la maison 3, ainsi de suite. Vous avez compris la logique. Le problème, c'est que si c'est facile pour s'approprier la notion, on va dire, du zodiaque dans un premier temps, et de la logique astrologique, puisque en gros vous avez 12 signes et 12 maisons. Par exemple, vous allez retenir que le 2, la maison 2, ça se rapporte à Vénus, donc ça va se rapporter au taureau, puisqu'on va suivre l'ordre des signes et l'ordre des maisons, et donc le taureau a un lien plus ou moins proche avec les biens et les possessions, qui sont la définition de la maison 2 initiale, et puis aussi avec les choses qui ont une valeur matérielle, et puis un certain goût vénusien. Alors vous allez avoir des extensions qui sont en lien avec Vénus, qui vont parler de la façon dont on est capable de gérer nos talents artistiques, même si dans la 2, il y a nos compétences aussi, vous voyez. Mais cette facilité va enfermer le raisonnement,
et c'est l'une des problématiques de cette façon d'aborder l'astrologie que j'ai choisi de montrer en commençant par Alan Leo, en fait, puisque c'est lui, cet astrologue anglais qui va populariser cette façon de fonctionner, en fait. Donc, en fait, dans l'art de la synthèse, il nous dit les 12 maisons correspondent aux 12 signes du zodiaque, dans leur signification, dans leurs influences. Par exemple, la première maison est reliée au bélier par sa qualité dynamique et son accent sur le soi. C'est l'individualisme, c'est l'énergie du soi. Tandis que la deuxième maison, comme le taureau, concerne les possessions matérielles, la stabilité, ce que je vous disais avant. C'est un extrait de The Art of Synthesis, qui date de 1912. Je vous ai mis la citation originale. Et donc son but, c'est de simplifier au maximum pour moderniser l'astrologie en associant les thèmes des signes du zodiaque aux maisons astrologiques de façon à compléter la symbolique, on va appeler ça du coup les maisons symboliques, pour faire un ensemble symbolique total de l'astrologie. Non sans difficulté et non sans simplification, parfois donc outrancière. Et c'est ça le souci majeur d'ailleurs. Donc Alan Leo, je vous ai choisi The Art of Synthesis, l'art de la synthèse, mais ça fait un moment qu'il travaille sur le sujet, depuis 1910, et pour lui, il ne se contente pas de proposer une correspondance arbitraire. Il voit dans cette analogie un moyen d'unifier l'astrologie dans un système cohérent, inspiré notamment par la tradition théosophique qui va y mettre là une empreinte quasi indélébile qu'on va retrouver tout au long du 19e, du 20e pardon, et 21e siècle jusqu'à présent. Et c'est une évolution importante puisque c'est celle-ci qui commence à faire le pont vers une astrologie psychologique et spirituelle dans un deuxième temps, mais qui s'éloigne progressivement des méthodes, et notamment des méthodes purement prédictives, qui avaient été jusque-là théorisées, compilées par les anciens depuis l'Antiquité. Et Alan Leo va produire différents écrits dans cette logique-là. Il a fait un livre aussi qu'on appelle Comment juger des nativités, How to Judge of Nativity. Alors, c'est un livre qui est un peu antérieur à celui de l'art de la synthèse, mais enfin, il commence déjà à y établir une base pour interpréter les maisons en se référant aux signes. Donc, pour lui, c'est une façon de débuter l'astrologie. Comme je vous le disais, il va prendre l'ascendant, la maison 1, qui a tout du bélier, qui parle de l'ego, de l'initiative, de la personnalité. Voilà. Et puis, il va dérouler tout ça sur toutes les maisons. Il récidive aussi dans l'astrologie ésotérique, où il veut fusionner en fait l'astrologie avec des idées ésotériques en expliquant qu'il y a une connexion naturelle et symbolique de par le chiffre 12 et c'est ce choix de la division par 12. Alors ce sera l'objet sans doute de d'autres vidéos sur la chaîne, c'est la symbolique des nombres. Enfin, voilà comment lui il voit les choses, et puis il va les théoriser petit à petit, et ça va faire des émules. Alors les émules, on va les retrouver tout au long du XXe siècle, au sein de l'astrologie. Alors vous avez toute l'école humaniste qui va s'approprier cela, et c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir donner une version ou une interprétation des maisons qui se personnalise. Alors ça va commencer dans les années 30 en fonction des auteurs et de leurs approches. Le plus célèbre, c'est Dan Rudyard avec son astrologie de la personnalité en 1936. Pour lui, la cyclicité du temps et la cyclicité du temps sur une façon universelle partagent les mêmes symboles, que ce soit pour les maisons ou pour les signes du zodiaque. Il ne les considère pas comme identiques,
exactement. Mais il les voit comme des structures parallèles qui reflètent en fait des thématiques similaires, hein. Il va préciser quand même, notamment dans l'astrologie de la personnalité, bon, les signes décrivent des qualités, tandis que les maisons traduisent un contexte plus personnel, plus spécifique. Il remet aussi une couche sur cette idée-là dans le cycle de la lunaison 10 ans après, en 1946. Pour lui, c'est une façon, en regardant les cycles planétaires au travers des signes et donc des maisons, pour lui, c'est une façon de comprendre la correspondance qu'il peut y avoir entre signes et maisons, et notamment, il va le faire beaucoup lorsqu'il va interpréter les cycles planétaires. Bon, Rudyard a amené énormément de choses à l'astrologie, hein. Donc il ne s'agit pas là de jeter le bébé avec l'eau du bain, simplement on voit comment s'entérine cette idée-là. Et puis il va accélérer, hein, avec l'astrologie et la psyché moderne en 1963. Il approfondit le lien entre astrologie et psychologie. Il renforce l'idée que les maisons et les signes reflètent des étapes en fait, qui sont évolutives dans la vie de l'individu. On se rapproche des concepts du développement personnel. Donc on efface progressivement la frontière qui existe entre le signe et la maison, presque jusqu'à confondre les deux données, les deux notions. Même si Rudyard, qui est un grand érudit en la matière, il insiste, il dit attention, cette correspondance elle est symbolique, elle n'est pas mécanique, hein. Il ne dit jamais les maisons sont des signes. Mais pour lui, elle manifeste des principes identiques. Simplement, les maisons vont être plus concrètement vécues que les signes. Voilà, c'est un peu son idée pour le dire ainsi. Vous prenez aussi l'astrologiste entré sur la personne en 1972. Il va presque créer un cadre holistique en fait pour signes et maisons, hein. Et où là, il va dire que chaque maison représente une étape concrète du processus du développement. Et ce processus du développement, il est décrit symboliquement par les signes. Donc petit à petit, on fait de moins en moins de distinguo entre maisons et signes. Ou du moins, on va rapprocher le sens des signes et le sens des maisons. Et les archétypes qui y sont liés, les principes universels qui y sont liés. Et le but de tout ça, c'est de faire en fait un outil qui soit un outil intuitif, facilement lisible, pour que les maisons et les signes travaillent ensemble pour illustrer ce qu'on va appeler le cheminement de l'âme. Alors chez Rudyard, c'est un peu malheureusement, je dirais, le point le plus obscur pour moi le plus obscur, le moins agréable dans son œuvre, c'est qu'il va dévier vers les théories New Age et cette simplification à outrance qui s'est fait à son corps défendant va s'amplifier à partir de ses écrits et notamment des élèves qui travaillent avec lui, évidemment. Alors je vous remets le schéma parce que vous voyez qu'à chaque signe correspond donc une planète maîtresse. On s'éloigne très loin des concepts qu'on verra un tout petit peu plus loin dans le podcast. Rudyard et puis ses continuateurs du XXe siècle, donc on pourrait citer notamment Alexander Ruperti, qui est un héritier des idées de Rudyard. Il va relier, lui, carrément les dominantes planétaires au cycle de la vie et au développement personnel. Alors, il va approfondir du coup l'idée donc de dominante planétaire qui ne vient pas de Ruperti, hein. Les dominantes planétaires, c'est un concept qu'on peut rapprocher de l'Almuten Figuris ou du maître de nativité chez Volgin, mais dans l'idée des humanistes, eh bien ça passe par un syncrétisme entre la valeur de la planète, ou du luminaire, la valeur du signe et la valeur de la maison. Et c'est comme ça qu'on va retrouver notamment, même s'il y a des choses très intéressantes dans le travail de Ruperti, mais vous avez une dominante lune ou une dominante lunaire. Alors on va retrouver donc une analogie avec le cancer, avec la maison 4, et il va en tirer une connexion profonde avec la sphère émotionnelle et familiale. Voilà. Vous avez fait un grand syncrétisme
entre les valeurs élémentales du signe, les valeurs de la planète, les valeurs du maître du signe et de la maison supposée se rapportant au 4e signe. On est déjà sur une pente glissante et dangereuse en termes d'interprétation, parce que parfois ça ne correspond évidemment pas du tout à la personnalité du natif dont vous étudiez le thème. Si ça vous intéresse, vous compulsez son livre Le cycle du devenir qui date de 1978. Vous avez d'autres personnes qui vont continuer dans cette logique-là. Notamment, vous avez Stephen Arroyo. Alors, même si Stephen Arroyo s'intéresse aux éléments, je vous en ai parlé dans la base, il va continuer à approfondir l'idée des dominantes planétaires, mais toujours avec cette analogie signe-maison. Et du coup, eh bien, on va se retrouver avec Vénus, qui, par exemple, lorsque Vénus, pour lui, est dominante dans un thème, eh bien, elle va véhiculer les archétypes du taureau et de la balance. Et au-delà, elle va donc véhiculer les archétypes de la maison 2 et de la maison 7, où ça va même les rendre dominants dans le thème. Qu'il y ait amas ou pas, qu'il y ait planète ou pas. Parce que rapprochement entre la 2 et le taureau, le 2e signe, et la 7 et la balance, le 7e signe. Ça, c'est les années 70 aussi, hein, c'est en 1975. Vous pouvez prendre ces livres, etc. Vous retrouverez des choses qui vont aller dans ce sens-là. Et puis, on va avancer de plus en plus dans cette volonté de trouver une façon d'approfondir la psychologie et même la psychanalyse. Donc on va retrouver, alors même si André Barbeau ne fait pas la confusion telle que, André Barbeau, lui, par exemple dans l'astrologie moderne en 1961, il dit Saturne dominant dans un thème évoque la rigueur et la discipline inhérente au Capricorne et donc à la 10e maison. Voilà, donc on renforce cette idée-là. Je ne suis pas le contempteur d'André Barbeau, simplement il débouche sur le fait que la personne qui a une dominante saturnienne est dans une volonté de structure et d'accomplissement dans sa vie sociale. C'est-à-dire qu'il fait un parallèle avec la maison 10, par exemple. C'est un parallèle qui va un peu vite. Si vous avez une dominante saturnienne, et si on prend les valeurs de Saturne traditionnelles, notamment la notion de restrictivité, d'empêchement, de maléfique, et toutes les analogies qui vont avec la planète Saturne. Déjà, Saturne n'est pas le signe du Capricorne, il en est juste le régent. Et puis, c'est pas la maison 10 que Saturne va commander en priorité, sauf si la 10 tombe en Capricorne. Et les auteurs, globalement, du XXe siècle et même du XXIe vont continuer dans cette logique-là. Et ça commence, vous voyez, à poser des problématiques ou des simplifications dans le caractère qu'on peut attribuer à une personne ou à la définition de sa personnalité. Un autre auteur anglo-saxon, une femme bien connue, Liz Green, met à l'écran, donc Liz Green, qui est contemporaine, puisqu'elle est née en 1946, et elle est toujours de ce monde. Liz Green va combiner l'astrologie et la psychologie jungienne. Alors, Liz Green, elle est à l'origine d'un centre de recherche assez important en Angleterre, donc le Centre d'astrologie psychologique de Londres, qu'elle va fonder avec Howard Sasportas, qui est décédé, lui, et elle va participer aussi à la création d'un site que vous connaissez bien, qui s'appelle astro.com, et avec sa société, elle, Astrodienst, dans laquelle elle va utiliser des modèles informatiques pour standardiser les interprétations qu'elle effectue elle-même. Je vous ai mis à l'image son livre, un des livres, parce que tous ces ouvrages ne sont pas traduits en français, mais vous avez un livre important, donc Saturne, un nouveau regard sur un vieux démon, qui est un ouvrage de référence. Mais le problème dans ce livre-là, vous le constaterez si vous le feuilletez ou si vous l'avez déjà lu, eh bien, c'est que systématiquement, l'analogie est faite entre les maisons et les signes. Voilà, on interprète Saturne à peu près de la même façon en maison 10 ou en Capricorne. Pour donner cet exemple-là,
qui est dommage, parce que ça n'a pas du tout le même sens. Et c'est faire fi de la connaissance des éléments. Bon, j'ai commencé à parler dans la base, hein, je vous renvoie sur ces deux épisodes, l'épisode d'intro gratuit et puis celui dans la partie souscripteur. Bon, ça, c'est des théories qui viennent des années... milieu des années 70, hein, début des années 76, je crois, ce livre, voilà. Et donc, vous avez toute une école comme ça de pensée qui va développer cette approche où on va, encore une fois, finir par ne plus voir la différence entre ce qu'est un signe et ce qu'est une maison, et on va faire un rapprochement entre les deux, et ça va créer des confusions. Par exemple, la maison 10, les gens ne savent plus bien si c'est l'achèvement professionnel ou si c'est la volonté de prendre des responsabilités, ce qui est le côté Capricorne en fait, ou est-ce que c'est un côté austère et rigoureux, ça c'est une valeur saturnienne, et on commence à faire un syncrétisme entre la valeur de la planète et la valeur des maisons et la valeur du signe, et ce qui est problématique. Si vous lisez les ouvrages de Liz Green, hein, loin de moi l'idée de critiquer son approche, hein, elle a été un travail phénoménal, notamment en astropsychologie, mais ça contribue aujourd'hui à entendre des gens qui sont astrologues ou des gens qui sont des amateurs éclairés en astrologie, qui continuent à faire des confusions entre la maison 2 et les valeurs vénusiennes et le taureau. Voilà. Donc, maison 2, vous avez plein de planètes en maison 2, vous êtes intéressé par les possessions, la matière, etc., etc. Et vous avez carrément oublié les planètes dans le signe existant. Et puis vous allez colorer l'importance de Vénus, qui est maître du taureau. Vous voyez comment les choses peuvent vite devenir problématiques. Pourtant, dès les années 40, Alexandre Volgin, qui lui-même était pourtant un initié, qui connaissait la théosophie, etc., mettait en garde en disant, notamment dans son ouvrage La technique des révolutions solaires, quand il parle des maisons, hein, les maisons représentent les domaines concrets de la vie humaine, indépendants de la symbolique des signes. Elles indiquent des secteurs où les influences planétaires se manifestent. Elles ne sont pas en... Il n'y a pas d'interpénétration des notions ou des analogies entre la planète, le signe et la maison. Volgin, lui, va plus loin, puisqu'il va répéter, et notamment lorsqu'il va publier son ouvrage sur le maître de nativité, il va rappeler comment on calcule des dominantes planétaires, qui va aussi le rappeler lorsqu'il sort l'astrologie lunaire dans les années 50, hein, en parlant de l'angularité des planètes et de la nécessité de reconsidérer la maison par rapport à ça. Donc, il y avait des mises en garde sur le danger de passer un peu trop vite sur la différence entre signe et maison, chose que les humanistes, pour les résumer ainsi, et l'astropsychologie va très vite mettre de côté, et aujourd'hui aboutir à des tableaux, vous en voyez plein hein, sur les réseaux sociaux, où la valeur de, on va vous dire carrément, la maison 2, vous prenez le taureau et Vénus, et vous avez la symbolique de la maison 2. C'était sur la maison 2. Ce qui est quand même vraiment problématique en termes d'interprétation. Alors si on revient sur les différences fondamentales entre la signe et les maisons, hein, je vous cite quelques astrologues, et on va parler un peu plus en détail, mais qu'on aille de Ptolémée, Vetus Valens, Rhétorius, hein, les signes du zodiaque sont fixes et universels, on ne parle pas là de la modalité du signe, on veut dire que leur signification, elles sont délimitées et bornées et universelles, donc elles s'appliquent quel que soit le lieu où on se trouve, et elles sont associées à des qualités élémentaires et élémentales et à des influences planétaires. Et je rappelle que dans l'astrologie, c'est d'abord la planète qui donne le ton avant le signe. Donc le bélier est toujours lié à Mars et au feu, quel que soit son emplacement dans le ciel. Pour ce qui est des maisons, on est dans des divisions locales qui sont spécifiques à l'instant de la naissance et qui organisent la signification des événements terrestres. Et donc de quelque part du futur, ou de la notion de temps, vie, richesse, mariage, etc. etc. Et ça, c'est une donnée très importante. Alors, je vous citerai tout à l'heure des auteurs contemporains qui ont
avant moi et avant d'autres, commençaient à tirer la sonnette d'alarme. Mais quand on cherche dans les textes, si on prend par exemple Ptolémée, donc dans l'Antiquité, avec sa tétrabible, le tétrabiblos, hein, on voit à aucun moment dans ce texte de correspondance directe entre signes et maisons. Hein. Il décrit les maisons comme des divisions liées à l'ascendant et au mouvement diurne de la voûte céleste. Citation, il dit les 4 angles sont les points les plus puissants. Le premier lieu est celui du Levant, donc c'est l'horoscopos, hein, c'est celui qui tient le plus grand pouvoir. Et pour lui, c'est avant tout des zones d'ancrage géographique dans la relation qu'a l'individu par rapport à sa naissance avec le mouvement diurne que va faire la voûte céleste. Et donc c'est ça qui va définir la vie du natif. Et ces expériences seront liées donc aux lieux qu'on appelle les topoi ou topos en grec. Donc c'est ça qui va être vraiment essentiel. Si vous êtes intéressé par le sens de ces maisons-là, notamment en termes d'astrologie hellénistique, j'y reviens dans un épisode de la base. Vous aurez plus d'infos sur ce sujet. Bon, je vous mets à l'écran quelques citations que je vais aller piocher de ci, de là. Hein. Donc si on prend un contemporain quasiment de Ptolémée, donc dans l'anthologie qui vient d'être rééditée par Mark Brennan, d'ailleurs la traduction en anglais, de Vettius Valens, hein, ce dernier, qui était un astrologue et qui était un praticien de l'astrologie, il se concentre principalement sur l'utilisation des maisons, donc les topoi en grec, comme des lieux de signification spécifique, mais encore une fois, il ne les associe pas, il n'associe pas ces maisons aux qualités des signes zodiacaux. Hein, ces maisons, elles ont une notion indépendante par rapport aux signes zodiacaux. Dans son livre 2, chapitre 2, donc l'anthologie compte 9 volumes, hein, il dit notamment, Vettius Valens, la première place, celle de l'ascendant, gouverne la vie, le corps, la naissance. Je passe quelques notions. La deuxième place gouverne les possessions et les richesses. La septième est la place des mariages, des unions, des relations. Donc Valens attribue des significations aux maisons, mais il n'évoque pas de lien, encore une fois, avec les signes. La division, elle est toujours géographique et temporelle. Ils insistent, et Valens en particulier, insiste souvent sur le fait que les signes sont des entités fixes dans le zodiaque céleste. Les maisons sont des divisions qui sont mouvantes et qui sont basées sur l'horizon local. Je vous renvoie aux définitions que je vous ai données au début de ce podcast. Hein, il va traiter séparément, dans son analyse des horoscopes, c'est-à-dire des thèmes de naissance, il traite séparément les positions planétaires en termes de signes et de maisons. Les maisons sont avant tout ancrées dans leur relation au mouvement diurne, sans référence directe aux signes zodiacaux. Si on avance dans l'histoire, au XIe siècle, on a un auteur qui s'appelle Al-Biruni, en arabe, dans son ouvrage Kitab al-Tahfim, qui est en fait le livre des enseignements. Il donne des descriptions détaillées sur la signification des maisons, et encore une fois, il ne les relie pas aux signes. Pareil, il va dire la première maison désigne la vie, le corps et la naissance. Pour la septième, qui est opposée, il va désigner le mariage et l'union. Voilà, donc c'est dans un chapitre entier consacré aux maisons. La signification donc découle des positions dans le cercle céleste et ne découle pas d'une analogie avec les signes zodiacaux. Et bon, on aurait pu enrichir cette analyse en prenant aussi Al-Kindi, on aurait pu aussi aller du côté de Rhétorius l'Égyptien au VIe siècle. J'ai fait un choix, voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas dans la littérature astrologique de systématisme avant le 19e et le 20e siècle, surtout le 20e siècle. Et donc, cette absence-là, elle apparaît vraiment quand les cercles initiatiques théosophiques, maçonniques, rosicruciens, cherchent à revisiter, comme je vous en ai parlé pour Alan Léo, cherchent à revisiter la symbolique globale de l'astrologie pour en tirer, pour pousser le raisonnement. D'ailleurs, c'est à la même époque que vous avez une approche ésotérique de l'astrologie qui vient encore plus compliquer les choses. Pour ça, il faut s'intéresser aux écrits d'Alice Bailey, qui canalise les messages du tibétain, qui elle aussi est une théosophe.
notamment, mais vous avez aussi des auteurs comme Alexandre Volgin qui a écrit un traité, un livre sur l'astrologie ésotérique. Bon, on essaye d'élargir le concept de l'astrologie et les maisons vont souvent être le parent pauvre de cette révision-là, et c'est bien dommage. Parce que c'est uniquement donc à l'époque moderne qu'on va retrouver cette analogie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des confusions dans l'interprétation des thèmes, et que j'entends parfois des gens me dire oui mais je comprends pas, la 12e maison c'est bien celle de Neptune, c'est quoi le rapport avec telle ou telle planète qui pourtant s'y trouve, ou telle planète qui est maîtresse almutène de la 12. Parce qu'on ne va pas interpréter la 12 comme on interprète Neptune, et on ne va pas systématiquement considérer que la maison 12 c'est la maison du poisson, mais que donc c'est une maison où on est que dans l'abstraction, même s'il y a des passerelles qui peuvent être faites, notamment dans la notion d'épreuve, mais aussi dans la notion de relation avec le subconscient et l'inconscient. Ça, ce sont les travaux, notamment astropsychologiques, qui nous permettent de le faire. La volonté de Liz Green, par exemple, de travailler la psychologie des profondeurs en relation avec les maisons astrologiques. Mais ce qui est dommage, c'est que ça a fini par effacer le sens initial des maisons. Et ça, c'est grave. Alors quand je vous disais que je ne suis pas le premier là à émettre cette mise en garde, mais il m'apparaissait important qu'Antidote commence par là. Vous avez Robert Zoller, qui est pour moi un auteur fondamental, spécialiste de l'astrologie médiévale, qui nous a quittés en 2020, et qui va critiquer l'analogie signe-maison. Pour lui, les maisons et les signes sont des concepts indépendants qui ne doivent pas être confondus. Il le répète, l'analogie simplifie à l'excès et néglige les distinctions essentielles issues de la tradition. Alors cette citation, je l'ai pris je vous l'ai mis en anglais, The Arabic Parts in Astrology, en fait, qui sont les parts arabes en astrologie, et qui est publié, enfin s'il est encore trouvable, sous le nom la clé perdue de la prédiction. Et puis je vous ai mis une citation, hein, assimiler les maisons aux signes revient à ignorer leur fondation astronomique spécifique et la richesse de leur signification traditionnelle. Et ça va notamment poser des problèmes, notamment lorsqu'on analyse le sens des parts et l'utilisation des parts, puisque Robert Zoller a consacré une partie de son travail à cela. C'est une des choses qu'il va regretter, notamment dans son enseignement. Donc, au-delà de Robert Zoller, on va retrouver d'autres personnes qui sont contemporains. Je vais vous citer maintenant Demetra George, que je vous ai déjà cité lorsqu'on a parlé sur la chaîne du Haut-Décime des astéroïdes. Demetra George est une des figures majeures de la renaissance de l'astrologie hellénistique, hein, et elle a travaillé sur le fameux projet InSight, même si on n'est pas à l'origine, donc de traduction de ces textes anciens depuis le grec ou le latin, etc. Et elle aussi, elle critique, alors de façon plus modérée, l'analogie signe-maison. Dans ses travaux, elle insiste sur l'importance de revenir aux pratiques traditionnelles pour préserver la richesse des significations des maisons. Je me fie là-dessus à une interview que j'avais lue d'elle il y a longtemps, c'est pas des fanzines, mais enfin ce sont des journaux astrologiques américains. À l'époque, elle était encore prudente. Aujourd'hui, elle est complètement revenue à l'astrologie hellénistique. Et donc elle est encore plus critique avec ça. Elle précise les maisons doivent être comprises dans leur contexte originel, où elles sont liées au secteur de la vie sans être influencées par les qualités zodiacales. Elle précise et elle prévient, l'analogie moderne risque de dénaturer l'approche complexe des maisons. Ça, c'est sorti de l'astrologie des anciens, l'astrologie en théorie et en pratique. Et elle dit superposer les qualités des signes zodiacaux sur les maisons revient à obscurcir la véritable nature des lieux et leur signification inhérente. Donc c'est pas la seule, hein. Encore une fois, je vais vous en proposer d'autres. Vous avez un autre auteur, traducteur, astrologue initié que j'apprécie particulièrement. J'ai eu la chance de suivre certains enseignements à distance, notamment Benjamin Dykes, qui est un traducteur spécialiste de l'astrologie médiévale et arabe, notamment parce que lui, il a repris des textes qui étaient passés par la translittération en arabe et il les a retraduits de l'arabe.
pour pouvoir justement avoir d'autres traductions que celles qui dataient du début du 19e ou 20e siècle. Et il dit les anciens astrologues n'ont jamais utilisé cette analogie, sous-entendu l'analogie signe-maison, et privilégient une séparation stricte entre les deux concepts. La confusion affaiblit l'interprétation astrologique en mélangeant des systèmes qui sont indépendants. Donc ça, c'est dans son livre qui n'est pas très épais, qui s'appelle Traditional Astrology for Today, hein, qui n'est pas traduit en français, mais qui est très intéressant, notamment lorsqu'on s'intéresse à ce qu'on appelle l'astrologie traditionnelle. Je précise, l'astrologie traditionnelle, c'est l'astrologie médiévale. Il dit notamment, j'ai pris un extrait, hein, les maisons et les signes sont des outils distincts, chacun avec leur propre objectif. Les mêler est une habitude moderne et non un principe classique. Bon, si je vous montre cette citation, c'est pour vous dire que je ne suis pas le seul à défendre cette position, un peu comme on le ferait dans un exposé universitaire, si vous voulez. Je vous propose maintenant l'approche aussi de Chris Brennan, que vous connaissez sans doute, celui qui fait The Astrology Podcast, hein, un podcast qui a aussi sa version YouTube, et Chris Brennan, qui a commis notamment un ouvrage sur l'astrologie hellénistique qui est fondamental et qui, à mon sens, est à l'origine de l'engouement outre-Atlantique pour le retour aux méthodes antiques prévisionnelles. Je pense que c'est lui qui a contribué très fortement. Notamment avec son bouquin The Study of Fate and Fortune. Donc pareil, il met en lumière l'indépendance des maisons et des signes dans l'astrologie antique. Les maisons dépendent du mouvement diurne, rotation de la Terre, ce qu'on a défini au début de ce podcast, alors que les signes sont fixés sur l'écliptique. Et il réinsiste sur cette notion d'immobilité du signe sur l'écliptique. Associer maison et signe réduit la complexité technique et symbolique des pratiques anciennes. Donc j'ai pris une citation où il dit « L'analogie entre les maisons et les signes est une construction moderne qui simplifie à outrance le système antique de délimitation astrologique. » Alors je vais préciser délimitation astrologique. En fait, je l'ai traduit, fait une translittération, mais c'est ce qu'on appelle la délinéation, delineation. En fait, c'est pas délimiter, c'est permettre de savoir comment est reçue une planète dans un thème et de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette planète au sein de la maison et du signe, etc. etc. Ça, c'est pour vous préciser les choses, parce que voilà, il n'y a pas de terme réel qui traduit ce mot, même si j'ai déjà vu le néologisme délinéation utilisé en français. Je tenais à vous le préciser. Alors, l'approche intermédiaire des humanistes, je vais quand même vous en dire un mot, parce que l'analogie signe-maison, elle a aussi ses vertus. Donc, dans l'approche humaniste et symbolique, je parlais de Dan Rudyard tout à l'heure, il ne fait pas une analogie stricte, mais il tend vers ça, et notamment, il insiste sur le symbolisme des cycles. Les maisons sont intégrées dans un cycle symbolique où chaque maison représente une phase du développement de la conscience. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si par extension, prend le texte tel que, on pourrait considérer que du coup, signe et maison travaillent à peu près pour la même chose. Mais ce serait vraiment raccourcir le propos de Dan Rudyard. Donc je vous ai mis en exemple, la maison 1 symbolise l'émergence de l'individualité, ce qui n'est pas faux, puisque dans la maison 1, dans la signification traditionnelle, on a le corps, l'individu, le tempérament, une partie de l'ego, même si les planètes vont définir cela derrière, et c'est vraiment la nature, le véhicule biopsychique de l'individu, la maison 1 et l'ascendant. La 7 reflète l'interaction avec l'autre. La maison 12, pour lui, évoque la dissolution et la transcendance. Vous voyez que l'interaction avec les autres en 7, on retrouve quand même une notion qui est liée à la balance, et pour la 12, on retrouve dans la dissolution et dans la transcendance des analogies avec transcendance le poisson et dissolution Neptune. Elles ne sont pas clairement formulées au-delà en disant c'est une règle systématique. Simplement, il n'impose pas, il va imposer une correspondance signe-maison, mais dans son approche, il explore comment les maisons reflètent l'expérience personnelle et subjective de l'individu. Je dirais c'est une position intermédiaire qui m'a
moi-même séduit au début de mon apprentissage de l'astrologie. Et, euh, et je pense que ça peut aider, effectivement, si on se place dans la logique d'Alan Léo, ça peut aider Alan Léo, antérieur contemporain et antérieur à Dan Rudyard aussi, ça peut aider à comprendre le système. Il ne faut pas s'y arrêter. Il faut vraiment apprendre les maisons dans leur symbolique même. Sinon, je vous dis, les confusions sont majeures. Je vais vous parler d'un auteur et d'un astrologue qui me tient beaucoup à cœur. Moi, j'ai appris il y a quelques années de ça maintenant, selon la méthode de Jacques Berton. Alors Jacques Berton, c'est un monsieur qui a fondé l'école qui s'appelait l'École supérieure d'astrologie de Paris. Il a confondé aussi le CIA à Paris. Enfin voilà, les astrocassettes, tout ça, peut-être que vous connaissez. En tout cas, ça a été assez célèbre. Et c'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, a choisi de détruire bon nombre de ses documents. Il s'était jamais remis de certaines fâcheries au sein du milieu astrologique. Et il amène quelque chose de très intéressant, Jacques Berton. Il propose, dans sa logique d'approche des maisons, il dit les maisons traduisent dans un cadre concret les archétypes exprimés par les signes. Une maison dominante peut être interprétée selon les qualités du signe associé. Par exemple, la maison 10 dominante, par sa population planétaire ou la présence d'une planète forte, reflètera les thèmes du Capricorne, ambition, responsabilité, structure sociale. Ça rentre dans ce qu'il appelle la logique de la dominante élémentale. Alors Jacques Berton, c'est un monsieur qui a fait un travail considérable, aidé par sa compagne Monique Kalinine, et notamment dans la calcul des dominantes d'un thème, il va séparer les dominantes planétaires et les dominantes tout court, des signes, des maisons, ce qu'il va nommer dominantes célestes et dominantes terrestres. Donc, pour les dominantes célestes, je vous ai mis des références, ça va être les planètes et les signes qui sont liés aux forces psychologiques, aux archétypes et à l'énergie universelle des signes et des planètes. Et pour les dominantes terrestres, donc on parle des maisons, pour lui elles sont liées au domaine concret et expérientiel de la vie, et ils sont interprétés par analogie avec les signes du zodiaque. Jacques Berton, il défend l'idée d'une complémentarité entre ces deux niveaux de lecture, mais dans un cadre moderne et symbolique où les maisons deviennent un terrain d'action des énergies célestes. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que l'enseignement de Jacques Berton, ça sort un tout petit peu du cadre de ce que je veux du podcast, mais c'est important que vous l'entendiez. C'est un monsieur qui va ramener la mythologie au centre, l'astro-mythologie. C'est un homme de théâtre, donc c'est un homme qui a l'art de la mise en scène. Et si vous avez eu la chance d'entendre certains de ses audios qui ont été préservés, qui sont difficiles à trouver, notamment de ses cours qui étaient enregistrés à Levallois-Perret et qui ont donné les astrocassettes, c'est quelqu'un qui a énormément contribué à l'astrologie moderne que moi-même j'ai pratiqué et inclus dans ma formation. Notamment, je rends hommage et paix à son âme à Josette Bétailleul, qui a retransmis à nouveau et par le menu les enseignements de Jacques Berton. Et donc Jacques Berton amène l'astromythologie, l'astrocaractérologie, l'astrosexologie et notamment tous les mythes qui vont être après repris d'ailleurs par quelqu'un comme Luc Biget, d'Orphée, etc. par exemple. C'est un travail considérable. Mais vous voyez, la difficulté, c'est que quand on rentre dans l'analogie signe-maison, eh bien, la dominante terrestre, alors Jacques Berton, pour la petite histoire, il y a des feuilles de calcul, on attribue des points, ça c'est très, très récurrent en astrologie. On peut se tromper, parce que le fait de dire la maison 10 est dominante, par exemple, il y a un amas en 10, si la maison 10 est dominante, vous avez les thèmes du Capricorne qui sont l'ambition, la responsabilité, la structure sociale qui sont dominants, eh bien, ça peut vous amener à des confusions très vite. Si la 10 est en Capricorne, pas de problème. Mais si la 10 n'est pas en Capricorne, on va s'amener à des contresens. Imaginons par exemple une 10 en Poisson. Je ne suis pas certain que l'ambition, la responsabilité ou les structures sociales soient l'essentiel de votre quête.
Simplement, vous allez vouloir manifester vos ambitions. La maison 10, est-ce que vous les rendre visibles? Donc, avec le temps et la pratique, et moi depuis maintenant une vingtaine d'années que je m'intéresse à l'astrologie, déjà son nom me venait aux oreilles lorsque j'étais jeune, puisqu'il a continué à enseigner et à certifier les gens maître S astrologie à l'époque, dans un cycle de 5 ans jusque dans les années 90, jusqu'au milieu des années 90. Avec le temps et la pratique, la dominante terrestre et ce qu'on appelle la dominante élémentale chez Berton, elle a pris moins d'importance pour moi dans ma pratique astrologique parce que à vouloir trop faire d'analogie à l'intérieur de l'analyse, alors on passe très vite d'une dominante planétaire à la dominante du signe que commande la planète, à la dominante de la maison qui s'y rattacherait. Donc, si on prend Saturne, on va prendre donc la 10 et la 11, par exemple. Et puis bon, finalement, après, quand on rajoute Uranus, on va avoir des gens qui ont une dominante uranienne, donc ils ont une importance massive de la maison 11, donc des relations sociales, des amis, des ambitions, des projets à long terme, vous voyez. Ça crée une difficulté de lecture qui ne se justifie pas tout le temps. Pourtant, le travail de Jacques Berton est exceptionnel à bien des égards, et ne prenez pas ce que je vous dis pour une critique de l'ensemble de son œuvre. Je serai toujours reconnaissant à ses enseignements. Mais c'est pour vous montrer jusqu'où peut nous mener l'analogie signe-maison et en quoi ça peut être dangereux. En tout cas, source d'erreur en astrologie et notamment lorsqu'on veut interpréter un thème. Donc si je reprends, cette analogie signe-maison, elle a été ajoutée donc à l'approche astrologique, à l'enseignement de l'astrologie, donc avec la justification, on va dire, de simplifier l'apprentissage de l'astrologie, d'intégrer la dimension psychologique et symbolique, d'essayer de construire un système qui soit complètement raccord, toujours avec cette division par 12. Et puis, je vous ai montré qu'il y avait une critique des traditionalistes. Alors, quand je dis traditionalistes, ce ne sont pas les réactionnaires, ce sont les gens qui s'appuient beaucoup sur les textes médiévaux, et voire antiques, je vous en ai cité certains, pour que vous puissiez réfléchir à tout ça. Et pour eux, les maisons et les signes sont des systèmes indépendants depuis la tradition antique. Donc, l'analogie signe-maison, elle mène nécessairement à des interprétations simplistes. Je vous ai mis en rappel pourquoi c'est simpliste. Alors c'est peut-être plus facile pour le comprendre. Maison 1 égale Bélier égale lieu naturel de Mars. Maison 2 égale Taureau égale lieu naturel de Vénus. Maison 3 égale Gémeaux égale communication, apprentissage. Et j'aurais pu rajouter lieu naturel donc de Mercure. Mais je vous précise que cette analogie est basée sur une correspondance symbolique qui ne respecte pas les enseignements, notamment ceux du Thema Mundi, qui nous sont livrés par les enseignements dits du trismégiste, mais qui nous viennent de la haute antiquité, et notamment de la théorie de la joie des planètes. Par exemple, alors c'est pas une maîtrise, mais enfin c'est une notion importante. Pour reprendre la maison 3, c'est la joie de la Lune. Ça n'a rien à voir avec celle de Mercure. Donc, si je vous remets le diagramme initial, source des confusions et de cet épisode, vous comprenez que là j'ai mis les maîtrises modernes, la maison 8, est-ce que c'est une maison Scorpion? Est-ce que c'est une maison plutonienne? Oui, il y a des analogies avec les transformations de Pluton, mais vous n'êtes pas un plutonien parce que vous avez un amas en 8. Vous n'êtes pas non plus un Scorpion. Si vous avez beaucoup de planètes en maison 1, vous n'êtes pas forcément martien, vous n'avez pas forcément les qualités de Mars qui vont s'exprimer si Mars ne fait pas partie du combo. De même que vous n'êtes pas nécessairement neptunien, toujours dans la logique des dominantes, ou avec un type poisson si vous avez un amas en 12. C'est un raccourci beaucoup trop court. De même que tout à l'heure je vous parlais des analogies avec la maison 4 et la Lune, vous n'avez pas forcément un type lunaire si vous avez un groupement de planètes en maison 4. Vous avez beaucoup de gens qui ont des amas en 4, avec notamment Pluton. Je pense aux gens qui sont dans les années 80,
dans les années 70, pardon, mais vous avez aussi des analogies avec les gens qui sont nés dans les années 90, avec Capricorne au fond du ciel, par exemple, et qui vont se retrouver avec Uranus, Neptune en conjonction. Euh, Pas certain qu'ils aient une approche familiale très solide, soudée, que le type central soit le type lunaire, vous voyez, ou le type cancer. Par défaut, non, même si il va y avoir un jeu de réciprocité avec la maison 10 en face, qui va se manifester sous la forme du cancer. Mais vous voyez que c'est beaucoup trop simple. De même que la maison 6, on l'attribue à Mercure, et puis on l'attribue à la Vierge. Alors dans un raisonnement inverse, cette fois-ci, c'est la maison 6 qui déteint sur le signe de la Vierge. Par exemple, dans l'astrologie moderne, vous avez des gens qui vous disent la maison 6, bah, elle est analogue au signe de la Vierge, donc la Vierge parle de la santé. C'est un souci excessif de la santé. C'est pas faux. Dans son approche pragmatique du vivant, la Vierge, et notamment l'axe Vierge-Poisson, va souvent signer dans ses problèmes de réception dans le thème les choses qui sont liées avec l'alimentation, par exemple. Mais pas uniquement. La Vierge ne se limite pas au quotidien, à l'organisation des tâches et à la santé. On va faire la même chose avec les gens qui ont un thème maison 7. Ils ne sont pas que dans la recherche d'harmonie, ils ne sont pas que dans la congruence avec les autres et dans une approche de la vie vénusienne, etc. etc. Hein. Un thème maison 9 ne fait pas de vous un jupitérien. On peut être constamment critique. Alors je le suis d'autant plus, et je vous mets d'autant plus en garde avec les maîtrises dites modernes, Neptune, Uranus, Pluton. Neptune qui va être rattaché à la 12 à cause du Poisson, Uranus rattaché à la 11 à cause du Verseau, et Pluton rattaché à la 8 à cause du Scorpion. Ça me semble être une évidence, mais vous n'êtes pas un Uranien, un Neptunien ou un Plutonien parce que vous avez des planètes en 8, en 11 ou en 12. De même, évitez l'erreur que moi-même on m'a enseigné il y a bien longtemps, de penser que Pluton a un droit de regard sur ce qui se passe en maison 8 s'il n'y est pas. Et si c'est pas le signe du Scorpion, on va pas revenir sur les débats maîtrise de signes. Bon, déjà, ça pourrait être intéressant de le soulever, mais si la maison 8 est en Sagittaire, Pluton, même si par exemple Volgin y voyait une exaltation dans le signe du Sagittaire de Pluton, enfin, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas la vision de Pluton, maître du Scorpion, Pluton ne commande pas ce qui se passe en 8, c'est Jupiter. Donc, n'allons pas trop vite dans la valorisation à la fois de Pluton, maître des planètes, ça c'est quand vous calculez une dominante, et ne faites pas l'erreur de tout ramener à Pluton. Pluton n'a pas son mot à dire s'il n'est pas maître du signe, et il est difficile, encore une fois, de considérer que le territoire du signe est maître, est appliqué comme maître à ces planètes-là. Et pour moi, en tout cas, c'est une notion fondamentale que je voudrais vous transmettre là. Pour conclure, je vais vous montrer un schéma, en fait, un diagramme qui reprend les décans et les termes. On va pas les définir ici, mais vous voyez que pour chacun de ces subdivisions du signe, alors sachant qu'il y a aussi les dodécatémories, etc., le degré monomère, blablabla, vous avez, alors là, ce sont les termes égyptiens, vous avez des planètes qui sont associées, celles du septénaire. Si dans les termes, il n'y a pas les luminaires, dans les décans, il y a les luminaires, et vous voyez qu'on a toujours les planètes du septénaire, chaque degré à l'intérieur du signe doit faire preuve, en tout cas, d'une certaine pondération pour savoir quelle planète est almutène ou maîtresse. Le schéma parle de lui-même. Du coup, on n'a pas, et on n'ajoutera pas, je ne crois pas, les planètes modernes à ce système qui tient par lui-même. Voilà. Qui est un système séculaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas considérer les planètes transcendantales ou transsaturniennes comme Uranus, Neptune, Pluton dans un thème. Simplement, vous voyez que si on fait des analogies signe-maison,
eh bien, on va être très vite compliqué, on va se compliquer la tâche en disant, alors, si la maison 12, c'est le poisson, et que vos planètes sont majoritairement entre le 20e et le 25e degré du poisson, où il y a le terme de Mars, le décan de Mars, est-ce que la maison 12 rentre en concurrence avec la maison 1 au niveau de l'énergie martienne, surtout si Mars, par exemple, est en 12, dans ces degrés-là? Et que Mars va être fortement dignifié, et du coup, la notion neptunienne sera très secondaire. Et la logique martienne de la maison 1, et donc par analogie du bélier, le sera aussi secondaire. C'est pour vous donner un exemple. Et c'est par là qu'il faut aller creuser si vous voulez comprendre pourquoi c'est dangereux de faire ces analogies. Pour ce qui est de la symbolique et de la liste des interprétations d'une maison, un épisode dédié de la base y est consacré, il va bientôt sortir. Et puis, désormais, vous pouvez prendre en considération cette nuance. J'ai tenté et fait le maximum dans ces premiers podcasts d'Antidote pour vous expliquer pourquoi l'analogie est pratique pour apprendre l'astrologie rapidement au départ, mais dangereuse dans sa simplification pour interpréter un thème, et qu'elle est même source de contresens et de confusion. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne écoute, une bonne réécoute de ce podcast, et je vous dis à très vite sur la chaîne du Haut Décime. Ciao.